Bien, bonjour. Je suis ici pour vous dire, je vais commencer par la conclusion, que l'enjeu des transferts en santé, ce n'est pas fini du tout. Je nous rappelle un peu l'histoire. Les territoires, les provinces et le Québec ont demandé une augmentation de 28 milliards par année indexée de 5 à chaque année pendant 10 ans. Ça fait un total, grosso modo, de 300 milliards de dollars. Ottawa est arrivé avec une proposition qui ressemblait davantage à une imposition de 4,6 milliards de dollars par année, indexée également de 5 pendant 5 ans, puis après ça, de 3 essentiellement, compte tenu de l'augmentation des coûts et de l'inflation actuelle, le 5 allait s'imposer par les modes de calcul même des transferts en santé. Parce qu'il y a un document à signer, ça devient une entente. Alors, force est de constater qu'il y a une entente et que les provinces ne contesteront pas ça. Et donc, on s'en va vers un budget qui va contenir ça. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est assez 4,6 milliards? Parce que je me refuse à penser que les provinces demandaient 28 milliards pour le fun. Elles le demandaient parce que c'est ce à quoi correspond non pas l'analyse théorique les besoins de remettre un système de santé sur les rails parce qu'il y a des gens qui attendent après des chirurgies. Il y a des gens qui attendent dans les urgences, il y a des gens qui attendent pour un soutien en santé mentale. Et là, on leur dit, vous allez avoir le 6e de ce qui étaient les besoins identifiés. Est-ce que les provinces avaient exagéré? Est-ce que c'est ce qu'Ottawa pense? Moi, je ne le pense pas. Ou est-ce qu'Ottawa n'a pas rencontré les besoins des patients et des malades? Et si c'est ça l'enjeu, comprenez bien que nous, la bataille, on n'arrêtera pas, on ne cessera pas. Et le premier ministre du Québec soulevait hier un point que moi j'ai mentionné à plusieurs reprises, ce fameux bon vieux déséquilibre fiscal qui remonte au fondement même de l'acte de l'Amérique du Nord britannique et qui fait en sorte que la croissance des dépenses du fédéral est beaucoup moins rapide que la croissance des dépenses des provinces, ce qui s'est accentué, bien sûr, avec l'État-providence, les systèmes d'éducation publique, les systèmes de santé publique, et que le Canada est dans une posture telle qu'il se dirige progressivement, toute autre chose étant égale, vers une élimination de sa dette, alors que les provinces vont techniquement se retrouver en faillite dans quelques années ou quelques dizaines d'années. C'est intrinsèquement le déséquilibre fiscal que le fédéral peut brandir au visage des provinces et dire « je vais vous imposer mes termes et mes conditions ». Et les provinces sont dans une position telle, et les malades sont dans une position telle que les provinces et le Québec sont obligés d'accepter et de signer une petite lettre que le fédéral va utiliser pour dire « nous sommes main dans la main, la preuve, ils ont accepté l'entente ». Le Bloc québécois ne se prêtera pas à cet exercice-là. Notre position ne changera pas. Puis ce débat-là, je vous le dis, il n'est pas fini. Monsieur Blanchet, sur la langue, là, on a vu non seulement des députés libéraux menacer de ne pas voter en faveur du projet de loi C-13, mais maintenant même un ministre, Mark Miller, qui ne s'engage pas à voter pour C-13, disant que vous apportez des amendements avec le Bloc québécois qui risquent de dénaturer le projet de loi, faisant en sorte qu'il ne serait peut-être pas en mesure pour lui de l'appuyer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, les Anglo-Montréalais présents au sein du caucus libéral semblent avoir de sérieux problèmes avec la démocratie. Le Bloc procède à l'intérieur des institutions telles qu'on les connaît. On commence à se demander qu'est-ce qui est l'exception, qu'est-ce qui est la norme à l'intérieur du caucus libéral. Est-ce que ce sont ceux qui vont voter contre C-13 qui seraient l'exception ou ceux qui vont voter pour? Est-ce qu'il y a bien du monde, à part Pablo Rodriguez, qui voterait en faveur de C-13 en son état actuel? Est-ce que ce gouvernement-là n'est pas en train de mettre en péril la capacité pour, notamment, les communautés francophones hors Québec, d'avoir une loi qu'elles souhaitent avoir et que nous, on essaie d'améliorer dans le but qu'elle devienne acceptable dans une perspective québécoise, c'est-à-dire qu'elle n'empêche pas Québec de faire le travail que Québec doit faire pour soutenir le français. J'ai vu passer une communication publique du président de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick un peu plus tôt qui disait carrément que si C-13 est adopté, compte tenu de sa position, M. Miller devrait démissionner de son poste. Nous observons, nous, relativement confortables dans les gradins, une chicane interne majeure au sein du Parti libéral. La prochaine fois que Pablo Rodriguez va se lever en chambre pour dire le mot « chicane », ça se pourrait qu'on dise le mot « miroir ». Il y a un enjeu important, fondamental pour ce que prétend être le Canada. Puis le Bloc a été bon joueur là-dedans.
Et je pense qu'il faudra que les libéraux se parlent entre eux. Est-ce que la réforme est en péril? Qu'elle soit carrément rejetée et finalement qu'on se retrouve avec pas de réforme sur la loi sur les langues officielles? Je vous dirais que je ne serais pas si surpris si soudainement ça devenait bien long. Bien long. Puis qu'on n'en vienne pas à bout. Puis qu'il y ait bien des amendements à étudier. Puis que les libéraux parlent longtemps à chacun des amendements à étudier parce que la patate, elle est très chaude pour eux autres présentement. Mais c'est intrinsèque à cette espèce de dualité canadienne, c'est intrinsèque au fait qu'il y a des gens, manifestement pas francophones, qui sont hostiles à ce qui sert à préserver non seulement l'identité francophone du Québec, mais aussi la pérennité même de communautés francophones à l'extérieur du Québec. Et je réitère, parce que ça avait été vrai dès la campagne de 2019, que nous sommes des alliés sincères et réels des francophones hors Québec et qu'on essaie toujours de trouver des voies de passage pour que des enjeux qui ne sont pas automatiquement compatibles entre la réalité québécoise et la leur, qu'on réussisse à créer des voies de passage, à créer des points de convergence parce qu'on veut tous préserver la pérennité du français où que ce soit qu'il est parlé. Comprenez-vous dans les propos de M. Miller que la réforme est en péril, la réforme sur la loi sur les langues officielles? J'ai l'impression qu'elle a toujours été un peu en péril parce que j'ai l'impression que les tensions qu'on observe au sein du caucus libéral, auquel je suis rarement invité, vous dirais-je, j'ai l'impression que les tensions qu'on observe sont intrinsèques. C'est le propre d'un parti fédéral, ou je dirais fédéraliste, parce que nous en sommes un, d'essayer de concilier une réalité canadienne, une réalité québécoise et même à l'intérieur de la réalité québécoise, une réalité anglo-montréalaise qui sont fondamentalement incompatibles dans un pays qui, à bien des égards, n'en est pas un. Est-ce que le Bloc appuierait, en ce moment, jusqu'à présent, ce qui a été fait à ce comité-là, est-ce que le Bloc appuierait le projet de loi C-13 en Chambre? Le Bloc comprend très bien la réalité des francophones hors Québec. On est solidaires, on est en contact avec eux autres sur une base très régulière. Fait que forcément, on réfléchit, mais on ne présume pas du résultat final des amendements puis des votes. Il serait imprudent, compte tenu de l'effervescence actuelle, de trancher tout de suite sur comment on va voter. Mais êtes-vous plus proche que par rapport au jour 1? Je me souviens, juste avant, même avant le comité, vous disiez on ne veut pas de la loi de langue officielle. Puis là, le Québec a fait des gains, on a l'impression. Est-ce qu'on est plus proche qu'on était auparavant d'un appui? À chaque gain que le Québec fait ou que le Bloc fait, évidemment, on se rapproche et on voit aussi, parce qu'ils ont fait des manifestations, ils se sont manifestés, on les a rencontrés, les francophones de l'extérieur du Québec, plusieurs groupes à plusieurs reprises. On n'est pas insensible à ça. Vous comprenez que si au Québec, on est inquiet pour la pérennité ou la survie du français, alors qu'on est 7 millions, je comprends que dans des communautés, ils sont quelques milliers ou quelques centaines à peine, il y a un sentiment d'urgence grave. Et moi, je suis extrêmement sensible à ça. Et j'essaie qu'on reste... D'abord, on est le seul parti dans ce Parlement-là qui prend fait et cause pour les francophones hors Québec de façon sincère. Et je veux qu'on reste un allié très réel de nos amis francophones. À quel point est-ce que, premièrement, l'inclusion de la Charte de langue française, une mention dans le projet de loi, à quel point c'est important et si jamais le gouvernement décide de l'enlever, parce que vous allez toujours appuyer? Je vais le prendre à l'envers. J'ai l'impression que si le gouvernement décidait de rencontrer la demande de l'État québécois et du Bloc québécois de dire que la Charte de la langue française s'applique aux entreprises de juridiction fédérale au Québec, j'imagine que ça voudrait aussi dire les dirigeants d'entreprises d'ailleurs, bien là, ça deviendrait très tentant. Je ne vois pas comment on pourrait voter contre. C'est fondamental de dire que la Charte de la langue française s'applique au Québec. Pour nous, à ce moment-là, on a peut-être, mais ça sentirait ça, une loi qui fait le travail que souhaitent les communautés francophones hors Québec. Malheureusement, cette discussion-là, non seulement elle se fait en comité, mais elle se fait de façon un peu tendue à l'intérieur du caucus libéral, tant et si bien que ça s'exprime à l'extérieur du caucus libéral. C'est pas tous les jours qu'un député dans un gouvernement dit « I will vote against you ». Pas tous les jours. Un ministre
C'est historique. Mais qu'est-ce que vous faites de l'argumentaire qui veut que le gouvernement ne voudrait pas qu'une province anglophone impose l'anglais dans les entreprises à charte fédérale hors Québec? Donc, c'est-à-dire au lieu du bilinguisme. Ah, mais ça, écoute, il y avait une réflexion, puis on en parlait ce matin entre nous. Je présume, mais je ne suis pas habilité à me mettre à la place des autorités de l'État québécois. Mais je présume que la volonté du gouvernement du Québec en disant qu'il faut que les dirigeants de sociétés de la Couronne soient bilingues était voulu dans une perspective québécoise. Je ne pense pas que l'État québécois demande que le dirigeant du port de Vancouver parle français. Je ne crois pas que ce soit ça leur volonté. Donc là, il y a toute une réflexion. Et on comprend de la réaction des conservateurs. On comprend que si les conservateurs voyaient que ça s'appliquerait seulement au Québec, ils appuieraient l'initiative. Donc, il y a une démarche à remettre en place pour que cet amendement-là touche seulement le Québec. Sur le qui? On va juste continuer après. On fait des entractes d'un point de presse. Des Proxam, là. Oui. Là, on comprend que le gouvernement canadien déplace des demandeurs d'asile vers d'autres provinces. Est-ce que elle est là, la solution, ou la solution en attendant? Ne remplaçons pas la nécessité de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs par une mesure qui semble être temporaire et peut-être arbitraire. Le fédéral dit « Ah, j'en envoie en Ontario, je peux arrêter d'en envoyer en Ontario, c'est d'un coup que la pression est moindre. » Et l'autre question, c'est pourquoi ne le font-ils que lorsque les 3 000 logements gratuits fournis par Québec sont pleins? Là, ils disent « Ah, ben là, vous êtes trop plein, on va en envoyer en Ontario. » Pourquoi? D'entrée de jeu, on ne ferait pas une répartition qui serait fonction du poids démographique des provinces canadiennes et du Québec. Donc, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. C'est un progrès. C'est un progrès qui n'aurait pas existé sans la pression de Québec et sans la pression du Bloc québécois, mais c'est un progrès qu'on reconnaît maintenant. Il faut organiser ça comme il faut, cette idée-là, et ça implique encore d'ouvrir l'entente entre tiers pays sûrs ou de suspendre l'entente entre tiers pays sûrs pour forcer une renégociation. M. Blanchet, qu'est-ce que vous pensez de la motion hier qui a été adoptée justement par rapport à ça, à Québec, sur le fait que la publicité du Bloc québécois... Caractéristique fondamentale du Bloc québécois, c'est qu'on reconnaît l'indépendance et les juridictions de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, c'est parfait, et ça me permet de rappeler que les Québécois paient pour l'instant pour l'éducation, la santé, les services de garde, le soutien communautaire, le logement. Et si on est capable de la francisation des gens qu'on accueille au Québec, c'est bien sûr ça qui devait être mis en relief. Et je souligne que le premier ministre du Québec a demandé en 24 heures, d'une part, que l'État de New York cesse d'envoyer au Québec, aux frais de l'État de New York, des migrants, et a demandé à Justin Trudeau de revenir sur son invitation qu'il avait faite de s'en venir par le chemin Roxham au Québec pour dire, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter ça. Donc, ça fait mon affaire. Vous dites parce que l'Assemblée nationale qui condamne une publicité du Bloc québécois. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je le vis pas tant comme une condamnation, parce que, voyez-vous, une motion qui dit c'est pas un tout inclus, bien, ça s'adresse très, très bien aux Américains, et c'est précisément ce que faisait notre publicité. Et pour chaque fois où cette publicité-là me donnera l'occasion de répéter, puis j'en plein des entrevues, je vous invite tous, je vais en faire pour tout le monde, si vous voulez, que les Québécois sont la société d'accueil la plus généreuse en Amérique, qu'ils y mettent même leur langue et leur identité un peu en péril, et que, pour l'instant, les Québécois paient pour l'essentiel des gens qui rentrent par le chemin Roxham l'éducation, la santé, les services sociaux, les services de garde, le soutien communautaire, le logement, la francisation. Bien, si j'ai l'occasion de répéter qu'on est une société d'accueil extraordinairement généreuse, je vais continuer de le faire.
Je comprends que vous avez dit sur le français là, que l'amendement pourrait s'appliquer seulement au Québec, mais reste que ça ouvre quand même une porte, puis ça donne l'idée à des provinces anglophones qui ne seraient peut-être pas très généreuses à l'endroit des francophones de vouloir... Ah, mais à peu près chaque province canadienne, Mario Beaulieu serait bien meilleur que moi pour vous le compter, a, à un moment donné ou un autre de son histoire, adopté des lois contre le français et contre l'enseignement en français. Ça ne serait pas la première fois. De dire, bien, c'est pour ça qu'on veut pas appuyer cette règle de réforme. Vous savez, moi, je réitère que les communautés linguistiques qui ont besoin de soutien, ce sont les communautés francophones. Et je ne connais aucun endroit au Québec, au Canada, en Amérique, soit une langue menacée. Prétendre autre chose relève de l'affabulation la plus farfelue. Merci. Merci beaucoup.